la famille d'une personne autiste joue bien sûr un grand rôle dans son épanouissement. Et le développement de l'autonomie, c'est une responsabilité importante et complexe pour ces gens qui, avant la naissance de leur enfant neuroatypique, n'avaient pas nécessairement de connaissances en autisme ou de formation formelle en éducation spécialisée et qui ont, eux aussi, une vie, une carrière et le même besoin d'épanouissement. Toujours interviewé par Martin Bernard, parent d'une fille autiste qui approche l'adolescence, Pascal Turcotte est, entre autres, la mère de Raphaël, qui est un participant du projet Osiris. Juste de scolariser mon enfant, c'était un long défi. L'intégration dans un milieu de garde tout petit, ça a relativement bien été, mais rapidement, il a fallu aller chercher des mesures de soutien parce qu'il ne pouvait pas fonctionner comme un autre enfant en CPE. Après ça, il a fait plusieurs écoles pour essayer de répondre mieux à ses besoins. Fait que j'ai toujours été dans cette dynamique-là de recherche de services et de soutien dans les programmes et services auxquels il peut avoir accès pour le scolariser. Puis pour moi, le marché du travail, ça fait partie de la vie, du cheminement optimal d'un jeune. Et comme la scolarité présentait certains défis, il y a eu accès à des programmes qui intégraient aussi le marché du travail dans les apprentissages. Et puis, c'était moi, comme parent, qui devais trouver les milieux, ou mon enfant, mais mon fils, il n'était pas dans une école pour des jeunes autistes. Ils ne savaient pas, eux, qu'ils ne pouvaient pas aller cogner à toutes les portes des entreprises du quartier. Fait que j'ai fait ça avec lui. Mais on a beaucoup utilisé notre réseau social. Tu sais, moi, j'ai toujours un grand réseau social. Puis, d'une personne à l'autre, on a toujours trouvé des beaux milieux de stage. Puis, ça, c'était à Montréal. Puis quand je suis déménagée à Québec pour le travail, il a tout fallu recommencer ça. Et environ 20 téléphones juste pour trouver une école. J'ai dû retenir les services d'une école privée parce que le public ne voulait plus le scolariser à 16 ans avec 2 échecs en secondaire 2. Mais l'école privée l'a scolarisé jusqu'à secondaire 4. Puis après ça, le marché du travail, au début, j'ai pris des organismes. Comme à Québec, il y avait un organisme qui s'appelle Équitravail, qui pouvait l'intégrer dans un milieu de travail avec des éducateurs spécialisés sur place. Ça a bien été. Riche de ça, il a voulu continuer pendant l'année. Fait que le Walmart a accepté de l'intégrer, puis ils avaient une certaine culture d'adaptation dans leur approche d'encadrement des nouveaux employés. Ça a été suffisant au début. Pas par la suite, là, mais il a quand même fait un bon bout avec ça. Puis, fait que c'est ça, il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas été concluantes. Sa rapidité, son efficacité, sa capacité d'apprendre des nouvelles tâches n'était pas assez grande pour certains milieux de travail. Ce qui fait qu'il a vécu certains échecs. Il y a eu des périodes sans emploi, sans école, avec des grands défis au niveau de sa santé physique. Là, il était vraiment mal en point quand il est arrivé à Victoriaville. Fait que là, c'est pour ça que j'ai un peu plus repris en main, même s'il avait 20 ans à ce moment-là. Mais ça l'a rapidement fonctionné. Mon fils, il a besoin de l'encadrement d'un adulte pour initier puis pour fonctionner dans un groupe, une école, un travail, un milieu de stage, mais ça fonctionne rapidement et efficacement là, quand il y a du soutien. Si elle ne le permet pas d'atteindre l'efficacité moyenne, les évaluations qu'on a connues avec lui nous permettent d'estimer environ à 50% de l'efficacité d'un autre jeune débutant à peu près du même âge. Mais c'est quand même intéressant et valorisant pour lui. Donc, moi, je persiste dans cette façon de faire, là, de soutenir son intégration. Qu'est-ce qu'on recherche comme parent quand on vise l'emploi? Moi, c'est la valorisation, la contribution sociale. Moi, j'ai travaillé depuis que je suis toute jeune et ça m'a tellement apporté. Pour moi, le travail, c'est pas une tâche, c'est une occasion de s'actualiser, de contribuer. Puis l'école peut être aussi ça pour des personnes qui ont de la facilité à l'école. Puis des fois, c'est le parascolaire qui permet ça. Raphaël, de lui-même, a souvent fait du bénévolat quand la Ville de Montréal allait à son école pour demander « j'ai besoin des bénévoles pour telle activité ». Il disait toujours oui. Fait que j'ai vu qu'il y avait cet élan-là d'aller vers des opportunités pour être valorisé, pour se développer, pour être en lien avec d'autres personnes. Fait que c'est ça qui est le plus important pour moi. Je le vois lorsqu'il est plus isolé ou trop isolé, que c'est pas ça qui est le plus épanouissant pour lui.
C'est vraiment quand il est en relation. Puis aussi, je connais ses forces. Je sais qu'il a des belles forces. Puis lui, il les connaît aussi, comme entre autres, il aime dire qu'il est très fort physiquement. C'est vrai, c'est un grand costaud. Ça fait longtemps que je lui dis que moi, je suis une toute petite maman puis que j'ai besoin de l'aide de mes grands garçons. Et puis, il adore ça. Alors, il aime avoir des emplois où ça demande de la force physique. Fait que ça, on nomme ça quand on l'accompagne. Puis, il aime beaucoup tout ce qui est le domaine de la cuisine, de tout le monde alimentaire, là, il aime beaucoup ça. Ça vient avec la force, l'appétit, je pense. C'est vrai, ça va bien ensemble. Hein? Il a besoin de se nourrir, il aime ça, puis il peut contribuer en ce domaine-là. Et il est habile, il y a des habiletés autour de la cuisine qu'il a appris en étant en stage, puis il continue d'utiliser. Il y a aussi une fierté d'homme qui a l'air de l'habiter. Il dit souvent, moi, je ne veux pas être toute ma vie sur l'aide sociale, je voudrais avoir un vrai travail. Il dit un vrai travail. Puis, il répète souvent, je ne sais pas jusqu'où il va se rendre dans son autonomie, mais quand il est dans un milieu de travail, qui est un restaurant, qui n'est pas un atelier protégé, puis il y a une vraie contribution à préparer des repas qui vont être servis aux gens, mais là, je sais qu'il se sent dans un vrai travail. Est-ce que le CIUS est impliqué dans son insertion en milieu de travail pour définir les tâches, pour accompagner le milieu, ou il va de façon autonome puis il fonctionne avec l'équipe en place? Non, le CIUS est très présent. À la fin du projet de recherche d'Osiris, rapidement, il y a une présence qui s'est mise à s'installer presque tous les jours à la MAN. Et c'est une éducatrice spécialisée que son mandat est vraiment l'intégration en milieu de travail. Et puis, lorsqu'il y a eu une diminution de l'intérêt dans les tâches plus répétitives à la MAM, c'est elle qui a fait les démarches pour rechercher un nouveau milieu, mais en questionnant Raphaël, avec mon soutien, pour entendre quels sont les intérêts de Raphaël. Comme on avait ciblé le milieu de la restauration ou un traiteur, tu sais, quelque chose autour de la préparation des aliments, c'est elle qui est venue avec la suggestion du restaurant Maxime. Puis au début, c'était une journée d'essai. Puis elle était très présente, elle l'est encore. Puis elle a augmenté dernièrement. Raphaël a signé un contrat, tu sais, qui l'amène à s'engager 2 jours par semaine. L'horaire a été défini en fonction de ses besoins à lui. Comme Raphaël a un chien d'assistance, au début, son horaire, c'était commencé à 8 heures, mais ça impliquait que je devais m'occuper du chien d'assistance à partir de la veille pour qu'il soit capable de se réveiller à temps puis d'aller. Là, on a fait commencer le contrat à 9 heures pour qu'il ait le temps de s'occuper de son chien, venir le reconduire chez moi parce qu'il ne peut pas être laissé seul dans son logement pendant qu'il s'en va en stage. Puis c'était un petit peu décalé en après-midi pour qu'eux autres, ils voulaient avoir un bloc d'heures là, d'environ 5 heures. Fait que, bien, tout ça est avec le soutien à tous les instants de l'éducatrice spécialisée. Puis quand il y a un empêchement, par exemple, on a eu un suivi médical à faire la semaine passée, après ça, un examen à la SAC pour le cours de conduite, mais toutes ces occasions-là où l'horaire doit être un petit peu ajusté, Raphaël informe son éducatrice spécialisée, puis c'est elle qui assure le lien pour le moment avec l'employeur. Là, on parle beaucoup de la carrière de Raphaël, puis de la carrière de maman dans tout ça. Comment on gère ça, une carrière avec un enfant à besoins particuliers qui a beaucoup de besoins quand même, on ne se le cachera pas. Comment on réussit à gérer ça ensemble? Dans mon cas, c'était nécessairement par le temps partiel. Ça fait presque 20 ans que je suis seule avec 2 enfants en situation de handicap. C'était impossible pour moi de travailler à temps plein. J'ai pensé, lorsqu'il était devenu adulte, que je pourrais. Je l'ai essayé pendant 2 ans. Puis il y a eu le défi de la pandémie. Moi, j'étais en surcharge dans mes fonctions au ministère de la Santé, plus en soutien dans une coopérative d'habitation et en soutien à mes 2 enfants. Je me suis retrouvée en arrêt de travail. Le temps partiel, ça m'apparaît être la solution pour les parents qui ont des responsabilités de cet ordre-là, d'accompagnement au-delà de ce que le système peut offrir de standard, là. Alors, toute ma carrière, j'avais un poste permanent à 18 heures par semaine. Puis maintenant, j'ai repris un mandat pour le CIUS à raison de 21 heures par semaine, mais avec souplesse dans mon horaire. Mais j'avais absolument besoin parce que et le milieu de l'éducation et le réseau de la santé ne s'ajustent pas à l'horaire de travail d'un parent. Ils imposent les heures de rendez-vous, les plans d'intervention, tout ça. Alors, toute ma vie, j'ai dû m'ajuster, mais j'ai été chanceuse. J'ai eu toujours des employeurs qui honoraient le choix que j'avais fait d'adopter des enfants avec des plus grands besoins.
et qui n'hésitait jamais à me libérer ou à me soutenir dans ces fonctions-là que j'avais de parents seuls pour les accompagner. Alors, je suis consciente que j'ai été chanceuse, que c'est pas tous les milieux de travail qui permettent ça. Mais à l'inverse, j'ai beaucoup appris. Mes employeurs ont été enrichis de tous les liens que j'ai dû développer pour accompagner mes enfants. Je travaille dans le réseau de la santé et tous les partenariats que j'ai dû développer m'ont enrichi. Puis quand je suis arrivée au ministère de la Santé, les gens étaient impressionnés de tout ce que je connaissais comme service qu'on pouvait attacher autour de la pédiatrie, entre autres, autour du développement des enfants. Alors, fait que c'est gagnant-gagnant. Puis même chose pour l'accompagnement que j'ai offert à mes enfants, c'est eux qui ont été les plus grands guides pour m'aider à les accompagner. Ils m'ont appris leurs besoins. Fait que c'est comme ça que je vois ça. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis arrivée dans ce rôle-là, avec beaucoup d'intérêt. Mais j'ai appris tranquillement par essai-erreur. On devient expert aussi, justement, dans la relation, dans les services aussi. Exemple, avec le CIUS, aller chercher des services, tout ça, on devient expert là-dedans. On devient quasiment un travailleur social, dans le fond, quand on est parent d'un enfant avec des handicaps. Quand j'étais, surtout dans le milieu hospitalier, on me décrivait comme l'avocate pour défendre les besoins. C'est un médecin qui m'avait dit ça. Toi, tu es comme l'avocate de ton enfant pour défendre ses besoins puis aller au front pour être sûr qu'il soit bien considéré. Puis c'est vrai, maintenant, j'ai vu des travailleurs sociaux, j'ai vu des agents de liaison, j'ai vu toutes sortes d'intervenants jouer un peu ce rôle-là. Puis lorsqu'il y en a qui peuvent jouer ce rôle-là, j'arrive à me retirer un petit peu. Puis en ce moment, je suis à l'étape de ma vie où je souhaite profondément laisser plus de place à la femme et à la complice en moi avec mes jeunes devenus adultes. Je souhaite diminuer le rôle de la mère qui répète puis qui revient avec ses recommandations et puis plus être à l'écoute de leurs projets puis les encourager à aller vers les ressources qui vont soutenir leurs projets pour les valoriser. Ça m'apparaît pas très valorisant de les maintenir dans une position comme un enfant qui a beaucoup besoin d'être accompagné. D'ailleurs, la plupart des adolescents, ils demandent à leurs parents de faire à leur manière, de faire différemment de leurs parents, de prendre une certaine distance. Mes enfants, ils ont un peu de difficulté à faire ça parce qu'ils ont beaucoup besoin d'accompagnement. Fait que dès qu'il y a des intervenants qui peuvent jouer ce rôle-là, j'en profite pour me retirer et puis leur laisser cette possibilité-là. Passer de la personne qui tient la bride à la personne qui prend la main, qui marche côte à côte avec ou qui fait un clé d'œil même à distance, même qui ne tient plus la main. Rapidement, mes enfants ont voulu que je ne tienne plus la main. Et Raphaël est un bel exemple. À 12 ans, il avait droit à un transport adapté pour aller dans une école privée spécialisée à 1h30 de transport de chez nous. On était sur la rive sud de Montréal, puis l'école spécialisée était à Montréal. Puis il est arrivé une mauvaise expérience. Il n'a pas apprécié comment il a peu été accueilli dans sa mauvaise expérience. Puis rapidement, il m'a demandé d'apprendre les transports en commun. Alors, ça demandait 4 transferts, 1h30 de transport pour se rendre à l'école, 1h30 pour revenir. Et ça me demandait de moi de payer la carte de transport en commun de la Rive-Sud de Montréal, de l'île de Montréal. Fait que ça occasionnait des frais supplémentaires. Acheter un cellulaire, parce que c'est sûr qu'il allait se perdre souvent. Faire plusieurs fois le trajet avec lui pour lui apprendre. Mais je l'ai fait. Il était rapidement le seul enfant de cette école-là à faire ça. Et cité en exemple par la direction de son école qui voulait soutenir le développement de l'autonomie des jeunes. Fait que ils ont cet élan-là. Fait que ça fait longtemps que j'ai laissé la main. J'ai accepté de souvent les perdre. J'ai beaucoup perdu mes enfants sur l'île de Montréal. Au sens littéraire. Au sens littéraire, utilisé jusqu'à 4 corps de police pour les retrouver. Particulièrement Raphaël, là, la police de Montréal, la police de Longueuil, celle du métro de Montréal, puis la Sûreté du Québec, parce qu'on l'avait retrouvé à Saint-Hyacinthe. Il avait pris un autobus quasiment aléatoirement. Puis j'ai eu comme une intuition, est-ce qu'il pourrait être là? Il a été retrouvé dans une autre ville sur un banc à côté d'un terminus par la Sûreté du Québec. Mais c'était inquiétant à ces moments-là, vraiment inquiétant. Puis il avait oublié son cellulaire chez moi. Là, parce que très jeune, je lui ai acheté un cellulaire juste pour le déperdre. Là. Mm-hmm. Appelle-moi. oui, c'est ça. Puis il m'appelait souvent, je suis perdue, oui, mais encore. Mm-hmm. Où est-ce que tu es? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu vois? T'sais? Oui. Et souvent, il prenait l'autobus du bon numéro, mais dans le sens inverse, sur l'île de Montréal. C'est accepter une grande prise de risque, mais qui m'apparaît nécessaire pour le développement de l'autonomie puis l'épanouissement.
Ça me fait vivre beaucoup d'anxiété, là. C'est vraiment difficile de vivre ça, mais j'y crois profondément. À l'autonomie. Oui. Développement d'autonomie. Pour l'épanouissement. Mhm. Oui. L'apprentissage de l'autonomie pour l'enfant autiste et l'enseignement de l'autonomie pour son parent, c'est une tâche qui perdure longtemps dans la vie des familles où il y a une personne autiste. C'est aussi quelque chose qui commence très tôt dans la vie de tous les parents, mais chez les familles où il y a un enfant neuroatypique, il faut enseigner l'autonomie même au niveau du jeu. Marguerite Bourgeois est une femme très importante dans la communauté du Centre du Québec pour le développement des ressources pour les autistes et leurs familles. Son apport est incalculable et il est inspiré par son rôle de mère auprès, entre autres, de Simon, un autre participant de la recherche Osiris. Simon a été très stéréotypé quand il était jeune, OK? Son seul plaisir, son seul jeu, c'était de faire tourner du papier de toilette devant ses yeux. Donc, c'était très caractéristique de la clientèle autiste de s'auto-stimuler, qu'il appelait. Et pour changer ce comportement-là, qui prenait tout l'espace, puis qui ne savait pas comment jouer avec des camions, comment faire des encastrements, etc., comme un enfant qu'on peut penser dans son développement normal, on m'a dit, ignore ce comportement-là. Lâche, regarde-les pas, enlève-lui pas le papier de toilette, laisse-le faire, mais prends du temps pour lui montrer qu'une pièce va dans un trou, qu'une auto, ça se roule. Donc, montre-lui, au départ, il sera pas très heureux. Puis effectivement, j'y bougonnais, mais je l'encourageais, puis je l'encourageais sous différentes formes. On s'entend-tu? Bravo, je te trouve bon. Puis lui et mes chips. OK, hey, t'as fait rouler ta voiture, je suis fière de toi. Je te donne un petit chip. Ah, la voiture rentre dans le garage. Ah, dis donc ben bon. Ah, let's go, j'encourageais. Puis là, tout d'un coup, je l'ai vu jouer avec la voiture toute seule, rentrer dans le garage, puis répéter ce mouvement-là, rester plus longtemps à cette activité-là. Donc, j'ai vu l'intérêt arriver par la suite. Et le bonheur se déposait. Donc, dans mon propre apprentissage, j'ai donc perçu que ce que je cherchais, c'était le bonheur, mais que peut-être, avant, il fallait qu'il y ait école, qu'il fallait qu'il y ait des apprentissages, que ça ne serait pas toujours très doux. Mais si je gardais le focus de petits pas, Ça te rendait heureuse de voir comment toi tu grandissais puis comment lui grandissait là-dedans. Exactement. J'ai toujours dit, j'ai pas accepté d'avoir des enfants handicapés. Je suis pas dans cette mode-là. Je me suis foutrement bien adaptée. Et dans cette adaptation-là, j'ai perçu chez moi des forces, des compétences que je pensais jamais avoir. Le sens de l'observation aussi fin, je pensais pas l'avoir. Donc, ils ont développé, ils ont eu un beau projet de vie, puis grâce à eux aussi, j'en ai eu un foutrement beau projet de vie. Cathy Dodier a eu aussi un projet de vie qui lui est tombé dans les bras à la naissance de Gabriel, participant du projet Osiris. On l'entend ici avec Nancy Padois, qui, elle, a choisi ce projet de vie en étant famille d'accueil pour un autre participant de la recherche. Bien, moi, j'ai dû faire 3 processus de deuil. OK. J'ai suivi des thérapies avec des parents qui avaient le même contexte familial que moi. J'ai vraiment fait des processus de deuil parce que j'acceptais pas. J'avais peur. Le futur me faisait tellement peur. Je me disais, si je meurs, là, mon gars, moi, il tombe orphelin. Tu sais, j'ai pas personne. C'est qui va s'en occuper? Fait qu'il faut que je le rende le plus autonome possible, plus indépendant de moi possible. Comme quoi que s'il m'arrive quelque chose, il va pouvoir quand même continuer sans se recroqueviller dans une petite boule dans son coin puis plus capable de rien faire. Là. Tu sais, je sais qu'il va être capable de le faire. Et cet enjeu-là que tu nommes, Ouais. c'est Osiris, là. Ouais. C'est absolument le souhait d'Osiris d'arriver à donner une option non seulement aux personnes autistes, mais à leur entourage. Oui. Ben moi, au contraire, le fait que ça fait 7 ans qu'il est en famille d'accueil chez nous, mais ça fait quand même 25 ans que je le connais, que je le côtoie, tu sais. J'ai travaillé avec lui quand il était jeune, puis tout ça. Puis là, de l'avoir avec moi, je le garderai avec moi. Je l'amènerai le plus loin possible, sauf que c'est pas sain non plus. Je veux qu'il ait son indépendance aussi. Tu sais, de là à l'apporter, travailler 2 fois semaine, là,
c'est merveilleux, là. Il a son côté un peu indépendant, jeune adulte, va travailler, il est fier, je trouve ça beau, tu sais. Mais sinon, je les aurais gardés avec moi, mais c'est un rôle différent que j'ai par rapport à Cathy, là, Mais totalement. en même temps, les autistes se développent tellement différemment. Ceux que tu t'occupes, ils ont peut-être besoin de rester avec les parents. Ouais. Tu sais, moi, Gabriel, il me le demande, le besoin d'aller en appartement. Tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, ça dépend de leur capacité à gérer ça aussi, là. Exact. Ouais. Il y a moins, pour toi, Nancy, il y a moins un enjeu de il faut que je retrouve ma vie normale. Toi, c'est ta vie ma normale. vie normale, moi, c'est de ça. côtoyer. Moi, j'ai choisi ça, donc c'est différent, hein, je l'ai choisi. Donc, mais oui, ça fait partie de mon quotidien, puis tout ça, mais c'est pas nécessairement les aider, de pas les faire participer à la société, je pense. Je pense que c'est important, pareil, là. Donc, c'est briser un peu le long fleuve tranquille là, que de participer à un projet du genre. Est-ce que, tu sais, moi j'ai souvent dit que chaque apprentissage vient avec un peu de douleur. Est-ce qu'il y a eu de la douleur au cours du projet Osiris, de votre point de vue? Mais pas de mon côté. Vraiment, ça a été un beau projet. Je pense, c'est sûr qu'au début, là, il y avait une petite réticence à y aller, puis tout ça, parce que, tu sais, c'est d'aller travailler, c'est nouveau, c'est beaucoup d'apprentissage, puis tout ça. Mais rapidement, il a tellement aimé la tâche, puis le travail qu'il y avait là, l'équipe qu'il y avait là, que pour moi, ça a été un bonbon pour lui, là. Ça a été, ouais. Mais parle-nous de l'intégration. Ça a été quand même... Oui, tranquille. Oui, tranquille, mais gradué. Ouais. On a commencé à 1 heure semaine. Exactement, 1 heure semaine. Tu sais, c'est une avant-midi. Oups, on va rajouter une journée. Tu sais, là, est-ce que je vais pousser à un moment donné à dire « Hey, t'amènes ta boîte à lunch, puis tu dînes là. » Moi, il le fait pas encore, là. Donc, effectivement, puis on a cette opportunité-là de le faire. C'est pas dans tous les milieux qu'on nous offrait ça, là, tu sais, d'y aller tranquillement, graduellement, puis de respecter aussi leur beat là, d'intégration. Ouais. J'ai trouvé ça beau. Ben, moi aussi, par rapport à l'intégration, j'ai aimé la première visite, juste visiter le lieu avec Gabriel. C'était... Lui, il était prêt, là. Il adore. Puis le fait que ce soit des légumes, lui, il adore ça, manger. Mais je veux dire, ça a été très bien. Moi, ça lui a donné le goût d'y aller. C'est sûr que, oui, il y a eu d'autres milieux de stage, mais c'était tout le temps un peu dérangeant pour les autres employés. Gabriel dérangeait beaucoup. C'est ça, oui. Étant donné qu'il y a beaucoup de tics qui dérangeaient. Fait que ça, là, dans ce milieu-là, Projet Osiris, je l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu dire que je dérange les gens sur la pause parce que je tourne autour de sa table de pique-nique. Je dérange si... Je l'ai jamais entendu, ça. Vraiment, là. Puis le fait que ça soit aussi... tu sais, au travers des étudiants, les étudiants sont beaucoup plus conscients aujourd'hui, souvent, que des fois, on va tomber chez les personnes plus en âge élevé, là, sont moins... Tu sais, les autres, ils veulent travailler tranquille, pas se faire déranger, ils veulent pas avoir quelqu'un qui tourne autour de sa table de pique-nique. Ouais. Puis, mais là, il est bien. C'est pas des jeunes qui ont été mis dans un petit local à faire leur tâche. C'est ça. Ils sont participants dans sont tout, directement là, avec tout le monde. Sur le domaine. Ouais. Ils font partie de la chaîne de travail. C'est ça que je trouvais dur dans l'autre milieu. Ils étaient vraiment enfermés dans un local, juste eux autres. Exact. Fait que moi, souvent, ils s'endormaient. Là, il bouge, il est dehors, il est dans la nature, il est à l'intérieur, il fait de tout. Mais l'intégration, c'est super bien fait. Gabriel, il fait des belles journées, ça va super bien. Des journées, il arrive fatigué. Ben oui. Oui, puis une belle fatigue. Oui, c'est ça. Ouais. Puis malgré qu'il va faire le tour de la ville en revenant quand même, là. Oui. Mais oui, tu vois qu'il y a une bonne fatigue, mais il adore ça. Adorer son travail, rien de moins. C'est une des beautés du projet Osiris, une recherche-action qui vise à trouver les meilleures façons d'intégrer des personnes autistes dans un milieu de travail et de trouver des points en commun avec toutes les histoires à succès, comme l'ont vécu plusieurs des participants. Pour y arriver, plusieurs lieux de travail autour de l'alimentation ont été exploités, comme l'Institut national en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, dont on vient de parler,
et la coopérative La Manne, une épicerie santé et restaurant où Raphaël a agi comme aide-cuisinier d'abord et commis aux légumes par la suite. La Manne a une longue tradition d'intégration de gens neuroatypiques. C'était donc un partenaire incontournable d'Osiris pour apprendre et expérimenter. L'équipe de recherche y a été accueillie à bras ouverts par toute l'équipe, dirigée par Myriam Gauthier, directrice générale, qui, vous allez l'entendre, embrasse le concept d'autodétermination pour tous ses employés, neurotypiques ou non. Mais par expérience, je trouve que tout le monde a sa place. Il faut juste trouver la bonne place de la personne. Donc, La Manne, c'est quand même une entreprise qui a différents départements, donc différentes réalités. D'où l'importance de la visiter parce que ça se peut qu'il y ait un département qui soit parfait pour un candidat et qui, pour un autre, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à connaître le candidat, de lui montrer les différents départements, voir quels sont ses intérêts, mais aussi quelles sont ses aptitudes, où est-ce qu'il pourrait se développer, quelle équipe aussi est prête à l'accueillir, parce qu'il y a ça, là, l'équipe, ça, c'est quand même demandant, là, accueillir une personne autiste, donc il faut qu'elle soit disposée et qu'elle ait la volonté de travailler avec cette personne-là. Donc, ça veut dire que c'est un peu... Il faut que ce soit réciproque. L'intérêt, il faut que ce soit réciproque. Est-ce que tu permets ça à tes employés de dire... le courant passe pas. Ça peut-tu arriver, ça? Est-ce que tu as vécu ça depuis que tu fais de l'insertion de personnes à besoins particuliers à la Manne? Pas nécessairement que le courant passe pas, c'est vraiment la volonté de l'employé à vouloir accueillir quelqu'un. Donc, on ne peut pas forcer un employé et lui dire « Regarde, tu vas accompagner quelqu'un, il est autiste. » Non, il faut que la personne croie en ce genre de démarche-là et veuille participer. Après ça, malgré la bonne volonté, parfois, ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas une question de... Il n'y a personne qui n'est pas correcte. Là. C'est juste, comme je dis, c'est pas la bonne personne à la bonne place. On l'a vécu dans une visite où est-ce qu'on a eu quelqu'un qui finalement a démontré, a dit « Non, je me sens pas prêt à venir travailler ici. » On l'avait vécu. Là, puis la visite, elle avait été aidante là-dessus quand même. Oui, c'était assez flagrant. Là. Le candidat avait aucun intérêt à venir travailler dans ce type d'entreprise-là. Ça l'allumait pas, même si on a essayé de lui montrer des choses qui sont dans son secteur d'intérêt. Exemple, les balances. Là. Lui, c'est un peu l'informatique, ces choses-là. On lui présentait les balances. Ouais, ça l'allumait un peu, mais on le voyait que ça sert à rien. Si lui n'a pas d'intérêt, ça ne sera pas agréable pour personne. Alors que dans le cas de Raphaël, lui, il avait une certaine expérience en restauration, donc les aliments, ça l'intéressait et ça paraissait dans sa visite qu'il y avait de l'intérêt. Dès le départ, hein, ça paraissait. Oui. Puis, est-ce que dans ton équipe... Écoute, ça fait longtemps là, que vous faites de l'insertion. Est-ce que dans ton équipe, il y a de la formation qui s'est donnée depuis nombre d'années ou c'est d'expérience? Ou c'est comment tu as pu gérer ça avec le temps, faire l'insertion? C'est-tu avec le fait qu'on a développé de l'expérience, de l'expertise sur le terrain que maintenant on est à l'aise d'accueillir? Ou il y a eu une formation qui s'est faite? Ça a été quoi le plan? Il n'y a jamais eu de formation. Donc, À la base, ça venait vraiment des employés qui avaient cette volonté-là. Après ça, à force de côtoyer les gens et les intervenants, on apprend des trucs, on comprend mieux, on est plus ouvert. Donc oui, on se forme au fur et à mesure, mais il n'y a jamais eu de formation là, vraiment précise. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de ton équipe? Admettons, nous autres, on aimerait être formés, que ce soit en intervention, que ce soit... est-ce que tu as eu déjà des demandes comme ça des employés où ils se sentent supportés du fait que vous avez de l'expérience en le faisant? J'ai jamais eu de demande. Je te dis pas qu'il n'y a pas eu des moments où est-ce que les employés se sont sentis un peu démunis face à des situations, mais chaque fois, il y a toujours un intervenant qu'on peut contacter. Donc, c'est notre ressource, en fait. Là. Si on vit une problématique, on ne sait pas quoi faire, on se tourne toujours vers l'intervenant qui va un peu nous aider. Puis il va travailler de son côté, puis il va nous donner des trucs aussi. Donc, c'est sûr que si on était vraiment seul, livré à nous-mêmes, la situation serait très différente. Développement des compétences, comment on réussit ça? Développer des compétences, tranquillement avec une personne qui a des besoins particuliers. Là, on vient d'installer des règles de sécurité. Maintenant, on se dit, OK, là, on est rendu à l'étape de développer des compétences. Comment vous réussissez ça? Ça prend, je pense, 2 choses, la patience et des outils. Et les outils vont être différents d'une personne à l'autre. Donc, il
faut, puis ça, habituellement, c'est les intervenants là, qui vont nous aider, il faut trouver le bon outil qui va faire comprendre à la personne. Est-ce que c'est des pictogrammes? Est-ce que c'est des listes? Peu importe l'outil, mais une fois qu'on a ciblé c'est quoi le bon outil, là, ça devient facile parce que la personne a sa routine, elle va prendre ses outils, elle sait quoi faire. Ça prend un certain temps, donc ça prend de la patience, mais on réussit à avoir des bons résultats, une évolution, puis c'est le fun de voir cette évolution-là. Là. Oui, c'est ça, ça fait partie de la paye. Je me dis, hey, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Mais je pense que ça fait partie de la mission de notre entreprise aussi, de dire, bien, ces gens-là, ils ont des forces, ils ont des compétences. Il y a une façon de les mettre en valeur dans notre société. Il faut juste se donner la peine de le faire. Puis là, c'est sûr que c'est peut-être mon chapeau entrepreneur, gestionnaire, mais moi, je vois un paquet d'avantages de ces employés-là parce que... Oui, on veut savoir. Écoute, actuellement, on sait, pénurie de main-d'œuvre et tout, mais tu sais, ces gens-là, ils sont souvent là très assidus au travail. On peut compter sur eux. Ils vont faire une fois qu'ils l'ont maîtrisé, leurs tâches, là, ils vont les faire. C'est des gens qui... si c'est routinier, c'est parfait pour eux. Mais tant mieux, parce que des travails routiniers, il y en existe, et c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Donc, puis ça va être des employés où est-ce qu'on va avoir moins peur que dans 3 mois, ils quittent. Généralement, quand ils commencent, ils n'ont pas le désir, eux, de changer d'emploi aux 6 mois. Donc, tu sais que tu vas pouvoir rétablir une relation, tu vas la bâtir, mais cette personne-là va rester avec toi longtemps. Puis à un moment donné, elle va voler de ses ailes dans le sens qu'elle va tellement bien maîtriser ses tâches qu'elle va nécessiter beaucoup moins d'encadrement. Fait que moi, je trouve que c'est des super bons employés. Oui. Puis j'ai quand même une équipe qui partage beaucoup les valeurs de l'entreprise. Donc, ils sont très, très ouverts. Donc, je te dirais qu'au niveau de l'équipe, j'ai pas d'enjeu. Pas du tout. Souvent, l'enjeu que je vais avoir, c'est avec la clientèle, par contre. La clientèle, des fois, elle le sait pas. Elle va croiser les candidats, puis elle le sait pas, puis elle va le traiter comme un autre employé. Mais parfois, tu sais, j'ai eu plein de situations. Parfois, tu sais, le sarcasme, j'ai des candidats, ils réagissent pas à ça, ils le comprennent pas. Puis là, la personne se sent offusquée parce qu'elle a fait de l'humour, puis l'employé ne réagit pas. Tu sais, il y a plein de petites particularités comme ça. Des candidats où est-ce que, ils n'ont pas le sourire. Tu sais, ils sont en public, ils n'ont pas le réflexe de sourire. Donc là, le client se sent un peu, mon Dieu, c'est quoi ce service à la clientèle-là? Oui, c'est bien bête. Oui, c'est ça. J'ai reçu des courriels de plaintes, là, puis chaque fois, il faut éduquer les gens, leur expliquer la situation. Puis ce qu'on me dit systématiquement, c'est vous ne pourriez pas l'écrire sur la personne. Mais là, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas étiqueter la personne. Donc, il faut vraiment éduquer. On essaie de le faire de plein de façons sur les réseaux sociaux. La semaine de l'autisme, on va faire des rappels. Hey, savez-vous que nous, parmi notre équipe, il y en a. Une façon de sans pointer personne, mais de le mentionner pour sensibiliser la clientèle. Pouvez-vous mesurer aussi l'autre côté là, du baromètre ou de l'autre côté de la médaille? J'imagine qu'il y a des gens qui apprécient la présence des participants. Bien, absolument. Puis je pense qu'un des plus beaux... un des plus bels exemples que je pourrais donner, c'est que nous avions André. André était un déficient intellectuel qui a travaillé à la manne pendant 20 ans de temps, environ. Là. Il a pris sa retraite il y a environ 2 ans. Et à sa retraite, on a fait un post Facebook pour mentionner hey, c'est le départ à la retraite d'André. Et ce fut la publication qui a reçu le plus de commentaires, de partages, de likes. On avait plein de commentaires. Et de la clientèle, majoritairement, un peu des employés. Donc, c'est signe que la clientèle, c'est quelque chose qu'elle apprécie de l'entreprise. Donc, elle est consciente de ça, puis elle l'apprécie. Oui, c'est beau. Wow, de toute beauté. Oui. Comment on réussit à inclure comme il faut quelqu'un dans un milieu de travail? Bien, je pense qu'à la base, il faut que ton milieu de travail soit propice à ça. Donc, des employés ouverts, un savoir-être au sein de l'entreprise, tu sais, un respect là, qui
ça semble anodin, là, mais c'est pas de même partout, là. Donc ça, il faut que l'entreprise, tu vois, qu'elle soit propice à ça. Après ça, il faut sélectionner le bon candidat. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un bon mix and match là, entre l'entreprise et le candidat. Au niveau du candidat, moi, souvent, j'ai remarqué que quand le candidat est bien entouré de son côté, donc il provient d'une famille qui est encadrante, structurée et tout, ça favorise beaucoup son développement, la relation avec l'employeur. Donc, puis après ça, il y a l'intervenant. Quand il y a un intervenant aussi, tu sais, qu'on voit qui est impliqué, engagé, qui aide, là, tous les éléments, je trouve, qui sont réunis pour que ça soit une belle aventure. Comment que c'est avec la famille, justement? Le milieu familial, il joue beaucoup sur le développement du candidat. Si on doit intervenir, et que l'intervenant doit agir avec nous, forcément, il doit mettre le parent dans la boucle aussi. Donc, si le parent il est favorable, il participe, il est compréhensif, si le parent il inculque à son enfant l'importance du travail, d'être assidu, toutes ces valeurs-là, c'est sûr que ça facilite notre travail. Maintenant, c'est pas tout le temps le cas, mais là, si c'est pas le cas, on va avoir un problème. Est-ce que tu penses que le marché du travail, l'expérience que le participant va aller chercher chez vous, ça va l'émanciper, ça va lui permettre, ça va accompagner à couper le cordon, tu sais, on veut quand même que le parent soit autonome à un moment donné, lui aussi. Mais absolument. Moi, je pense que ça permet à cette personne-là de se développer et d'atteindre de nouveaux sommets que peut-être qu'à l'époque, le parent ne pensait pas. Moi, j'ai vu partir là, une jeune fille, elle n'avait pas nécessairement de diagnostic là, précis, là, mais elle est quand même entrée chez moi là, avec des intervenants. Puis, elle faisait de la caisse. C'était une excellente caissière. J'avais une excellente relation avec sa mère qui aidait le développement. Puis aujourd'hui, elle nous a quittés pour aller chez son copain à Sherbrooke. Elle travaille là-bas comme caissière. Elle n'a plus d'intervenant avec elle. Elle est vraiment là, autonome. Elle s'est acheté une voiture. Tu sais, c'est vraiment, là, j'ai vu son évolution. Elle est arrivée chez moi à 17 ans environ. Puis 5 ans plus tard, elle quittait. Puis c'était une belle évolution. Donc, moi, j'y crois. André, qui a passé 20 ans à la manne, André, j'ai pas connu ses parents parce que il était tellement habitué que où il en était rendu, ses parents n'étaient plus dans le décor, oui, à la maison, mais plus au travail parce qu'il était autonome avec nous. Donc, moi, je pense que oui, je pense que pour les parents, là, de pouvoir voir leur enfant évoluer dans un milieu de travail, ça va leur permettre de respirer un peu et de le laisser aller un peu plus dans son autonomie. Y a-t-il des choses qu'il faut vraiment éviter? Moi, je pense qu'il faut éviter d'avoir des attentes trop élevées puis de voir ça comme une opportunité de main-d'œuvre à rabais. Je veux dire, si ton objectif premier, c'est juste de boucher un poste avec un employé qui te coûte moins cher, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, là, parce que ça prend vraiment beaucoup de volonté et de cœur. Si tu n'as pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que chaque personne, on peut penser qu'ils vont trouver leur place en fonction de leur capacité dans un milieu? Écoute, moi, je suis pas à ta place, j'ai pas tes connaissances, donc je suis peut-être très naïve et je pense que tout le monde peut trouver sa place. Puis parfois, on en voit des beaux témoignages là, de gens qui l'ont trouvé leur place. Donc, j'aime penser que tout le monde a sa place, qu'il faut juste la trouver, la place. Mais je ne suis pas une professionnelle non plus, donc peut-être que j'ai des lunettes roses. Une très, très belle réussite qu'on a eue avec Raphaël dans les fruits et légumes, c'est qu'il y a des fruits, exemple les oranges, qu'on doit étiqueter le PLU, qu'on appelle là, dans le jargon, là, donc le numéro là, du... À 4 chiffres. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, c'est arrivé que Raphaël remarque que les oranges étaient mal étiquetées, donc la personne avant lui s'était trompée dans le PLU et il est allé voir l'employé et lui a mentionné, je crois qu'il y a une erreur. Et il avait raison, donc quand on parle de développer l'autonomie, on n'aurait pas pensé ça les premières semaines, mais je veux dire, à force de faire les mêmes tâches, de les comprendre, les assimiler et tout, il est capable vraiment de faire des choses qu'on ne s'attendait pas, là.
Et c'est quoi l'avenir, tu sais, quand on voit ça? Comment vous voyez ça pour les prochaines années à la MAN versus l'entrée des personnes à besoins particuliers au travail? Mais c'est sûr qu'on a une capacité d'accueil qui est limitée. À un moment donné, ça prend des employés qui surveillent, qui accompagnent et tout. Donc, souvent, à un moment donné, il faut se limiter là, parce que c'est ça, on a une capacité. C'est sûr que je souhaite qu'il y ait des candidats dans toutes les entreprises, que les entrepreneurs soient beaucoup plus ouverts à ça. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation auprès de la clientèle. Moi, mon enjeu, il est là, dans le fond, c'est de sensibiliser la clientèle. Je me dis plus qu'il va y en avoir dans les entreprises, qui vont travailler au public, bien, plus les gens vont être sensibilisés. Je trouve que c'est là mon enjeu actuellement, là, vraiment d'éduquer les gens à arrêter de juger la personne qui est devant toi, puis dans toutes les circonstances, je veux dire, qu'il soit autiste ou pas, juge pas la personne qui est devant toi parce que dans le fond, il y a peut-être des choses que tu ne sais pas de cette personne-là. Je pense qu'on a notre mot de la fin. Ne pas juger, c'est la base de l'inclusion. Myriam nous le dit, l'enjeu, c'est pas tant les défis qui se présentent quand on intègre une personne neuroatypique dans l'entreprise, c'est la culture des autres autour, la clientèle dans le cas d'un travail en épicerie. Si vous êtes une personne neurotypique qui accepte les codes culturels et qui pense que tout le monde a les mêmes mécanismes cognitifs et la même façon d'interagir avec l'environnement, vous risquez d'avoir plus de difficultés à accepter les gens différents de vous qu'une personne autiste a à intégrer un milieu de travail. Une des beautés des neuroatypiques, c'est qu'ils ont une certaine expérience avec le concept de pluralité et d'adaptation à ce qui n'est pas tout à fait conforme à leur fonctionnement. C'est maintenant aux normaux de comprendre que la normalité est une idée qui appartient aux apôtres de la rigidité. En participant au projet Osiris, j'ai bien sûr développé mes habiletés à interagir avec des personnes autistes, mais j'ai aussi beaucoup appris sur l'humain. On est tous, quelque part, dans le spectre de l'anxiété, de la rigidité, de la sensibilité exacerbée, des intérêts particuliers. Puis, c'est rassurant de savoir qu'être différent, ben c'est ça, être normal. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui m'ont fait grandir au cours de cette belle aventure. Les participants, Simon, Gabriel, Rosalie, William, Raphaël. Les intervenantes, Nathalie, Josiane, Mélina. Les parents, Cathy, Nancy, Marguerite et Pascal, les chercheurs, Catherine, Geneviève, Jean-David, et toutes celles et ceux que je ne nomme pas ici, mais qui contribuent à rendre notre communauté, et moi-même, plus inclusif et accueillant. Mais surtout, un merci plein d'amour à celui qui a co-animé ce balado, qui est l'étincelle du projet, qui enseigne l'éducation spécialisée et qui vit au quotidien la richesse et la complexité du spectre de l'humanité. Avec sa belle cocotte, comme il la nomme lui-même. Merci Martin Bernard. Je m'appelle Pierre-Luc Houde et je vous remercie de vous intéresser à l'épanouissement. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines.